Alors bonjour et merci pour cette invitation. Et effectivement, du coup, je vais reprendre le relais et essayer de faire un petit topo aujourd'hui pour, voilà, sur les psychothérapies, puisqu'on parle de jungle des psychothérapies. Effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup. On en dénombre plus de 400 aujourd'hui, donc c'est important de faire un point et de préciser voilà, qu'est-ce qu'une psychothérapie. Ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Quels sont les différentes, en tout cas les grands domaines de psychothérapie aujourd'hui. Et puis, on va parler un peu de savoir s'il y a une efficacité. Alors, on l'a un petit peu abordé juste avant de la psychothérapie. Et s'il y a des psychothérapies qui sont plus efficaces que d'autres. Alors, quand on m'a proposé en tout cas cette intervention, je me suis dit pourquoi aujourd'hui on va parler de psychothérapie effectivement auprès de médecins généralistes. Et outre ce qui se passe dans l'actualité hein, et le lien qui a été peut-être, comment dire, qui a été sollicité, en tout cas beaucoup sollicité. Les psychologues ont été sollicités, voire plébiscités aussi par le gouvernement en lien avec la crise sanitaire. Et puis ça a révélé aussi qu'il était nécessaire qu'il y ait une prise en charge dans tout ce qui était les troubles anxieux et les troubles dépressifs qui avaient tendance à largement émerger la suite notamment aux différents confinements. Donc, je me suis attardé un petit peu sur les chiffres et ce qu'on constate, c'est qu'entre 2005 et 2019, il y avait déjà une augmentation il y avait 5 fois plus de Français qui exposaient avoir déjà consulté un psychologue, hein, on passait de 5% à 34%, et puis 42% chez les 18-24 ans. Alors à cela, on pourrait imaginer qu'il y a eu un phénomène de démocratisation de la psychothérapie et de la psychologie, qui est une pratique, une profession assez récente, hein, qui date, on va la remonter au début du XXe siècle. Et puis aussi voilà, le fait qu'il y a eu une augmentation de la souffrance psychique dans la population au vu de la vie qui est menée aujourd'hui et des rythmes de vie des sociétés, notamment occidentales et industrialisées. Donc on sait aujourd'hui qu'un Français sur 5 sera amené à rencontrer un problème de santé mentale au cours de sa vie. Donc voilà, ce qui amène aujourd'hui à parler des psychothérapies davantage. Et puis, voilà, je n'ai pas eu les chiffres là post-Covid actuels, mais on peut imaginer qu'ils sont beaucoup plus importants. Alors là, je voulais vous présenter deux planches de bande dessinée de Lou Luby, qui est une autrice qui est atteinte de troubles bipolaires. C'est des planches que j'ai utilisées moi, en psychoéducation, on en parlait tout à l'heure, et qui reflètent assez bien un petit peu ce que le flou qui émerge autour et la jungle dont on parlait de la psychothérapie. Donc, sur la première planche, on voit que cette jeune fille expose son problème et qu'elle ne se sent pas entendue par le psychothérapeute, qui lui propose quelque chose, finalement, une technique assez figée. Et puis, dans la deuxième, elle se sent entendue, mais voilà, elle évoque qu'avec la thérapeute, on va faire du dessin. Elle ne sait pas très bien ce qui se passe et pourtant, elle reconnaît que ça lui fait du bien. Donc, ça me permet d'introduire un petit peu ce que c'est une psychothérapie. Et en soi, la psychothérapie, c'est une théorisation spécifique de la relation humaine. Donc, elle est souvent proposée par un psychologue qui est formé à une technique psychothérapeutique spécifique ou par un psychothérapeute. Et là, on va voir un petit peu la nuance qui me permet de repréciser un petit peu le rôle et la fonction de psychologue. Hein. Donc, le psychologue, c'est un titre protégé depuis 1985 et qui se construit autour d'un code de déontologie avec quelques principes quand même importants. Hein. Il s'attache à respecter l'autonomie du patient. Il présente des compétences particulières et validées aujourd'hui par l'ARS. Hein. Le psychologue a un numéro à DELI, notamment. Il réactualise ses connaissances, il s'engage à réactualiser ses connaissances régulièrement. Et il doit être clair aussi vis-à-vis du patient qui peut lui demander à être réorienté, mais aussi le psychologue est à même de pouvoir réorienter le patient si nécessaire, s'il n'est pas en capacité de l'accompagner dans sa prise en charge. Tandis que le psychothérapeute, alors
n'a pas de formation, n'a pas de 5 années d'études en psychologie, mais alors aujourd'hui, il me semble que le titre est quand même protégé et que le psychothérapeute doit justifier d'un certain nombre de formations auprès de l'ARS, notamment en psychopathologie. Donc, à savoir qu'en général, le psychologue, et notamment le psychologue clinicien, est d'emblée rattaché au psychothérapeute, alors que le psychothérapeute n'est pas forcément psychologue. Bref, pour en revenir à tout ça, je vais vous redonner une autre définition aussi que j'ai trouvée sur la psychothérapie, qui a été proposée par Félix Guattari, qui est un psychanalyste et philosophe, et qui définissait la psychothérapie comme finalement une gestion savante et, si possible, améliorée de la relation interhumaine. Donc, à cela, il déterminait que cette gestion-là impliquait 3 dominantes. Donc, le patient, qui était porteur du symptôme ou dit inadapté, hein, donc c'est le patient qui est porteur de la pathologie, de ce qui pose problème. L'opérateur thérapeutique, qui est à la fois dépositaire de connaissances et d'un savoir-faire spécifique, le psychologue, et puis un moyen privilégié de communication qui n'est pas toujours le mode verbal. Alors, si on doit détailler un peu plus spécifiquement l'ensemble des psychothérapies, comme je vous disais, aujourd'hui, on en dénombre plus de 400, qui vont très largement concerner les pays occidentaux. Alors, il y a un modèle qui va être privilégié dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est la psychanalyse. Et donc, on assiste à une guerre effective entre les psychanalystes et les cognitivistes et comportementalistes, qui est toujours, qui est toujours d'actualité, bien qu'on verra l'ensemble des psychothérapies montre une certaine efficacité. Donc cela est dû à l'histoire même de l'émergence de la psychothérapie en Europe. Alors, j'y vais très rapidement, hein, mais je vais citer juste les travaux de Charcot, qui a permis finalement à Sigmund Freud de faire une analyse et de développer son modèle de l'inconscient, du conscient et de l'inconscient. Et à partir de là, donc à partir du début du XXe siècle, il y a toute une multitude de recherches qui se sont ouvertes pour soit aller développer le courant proposé par Freud, soit aller à l'encontre de ce courant. Donc aujourd'hui, on va considérer 4 grands domaines de psychothérapie, hein, que sont la psychanalyse et la psychodynamique, les thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles. Donc là, on va parler des TCCE, dites de 3e vague, hein, qui sont les dernières avancées sur les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies systémiques et les thérapies humanistes. Et puis, on va pouvoir faire un petit point aussi sur les thérapies de groupe par la suite. Alors, si je dois résumer, parce que voilà, je ne suis pas là pour non plus vous faire un cours sur les psychothérapies, mais du moins pour vous présenter brièvement les différences qui peuvent exister entre les types de prise en charge. La thérapie psychodynamique va regrouper l'ensemble des thérapies analytiques. L'objectif ici est de faire émerger à la conscience des éléments de l'inconscient. Donc dans ces approches, on va considérer que finalement les souvenirs douloureux de la personne ont pu être refoulés dans l'inconscient, et c'est la parole qui va être libératrice et permettre de faire émerger ces souvenirs à la conscience. À partir de là, on va pouvoir peut-être trouver un apaisement de certains symptômes, notamment des symptômes anxieux ou dépressifs, voire des phobies. Selon que l'on se trouve dans une psychanalyse ou dans une thérapie psychodynamique, l'échange verbal, donc l'échange privilégié va être la parole, mais cet échange va être soit direct, soit indirect. Donc on a l'image dans la psychanalyse pure et dure, hein, du psychologue finalement, du psychanalyste qui est derrière le patient et le patient allongé sur le fauteuil. Aujourd'hui, en psychodynamique, on va être beaucoup plus dans l'interaction et dans le face-à-face. Donc l'idée, si je devais un petit peu résumer la psychanalyse et la psychodynamique, finalement, c'est de permettre au patient de comprendre son symptôme. L'inconvénient, c'est qu'il faut que le patient ait un minimum de capacité d'élaboration. Alors. Ensuite, les thérapies cognitives et comportementales, donc, qui sont apparues après toutes les avancées sur la psychanalyse.
Et aujourd'hui, on va parler, comme je vous ai dit, de TCCE, puisqu'on considère le point de vue aussi, rentre en compte la partie émotionnelle dans ce type de thérapie. Elle vise, finalement, à modifier des comportements ou des pensées qui sont dites néfastes ou négatives pour le patient, et elles vont nécessiter un engagement du patient. Ça va être peut-être la contrainte de ce type de thérapie, puisqu'elles vont s'orienter vers des exercices, des évaluations qui sont assez régulières et que le patient doit mettre en œuvre. Alors, le thérapeute agit alors de manière directe sur le comportement, les cognitions et les émotions qui y sont rattachées. L'anxiété, par exemple, va être identifiée comme une réaction à un événement particulier que des techniques spécifiques vont permettre de réduire. Alors, on parlera notamment de tout ce qui est les phases d'exposition, notamment dans les phobies. Je pense à la méditation et méditation de pleine conscience, notamment dans la gestion du trouble anxieux, par exemple. Le MDR aujourd'hui, qui découle un petit peu des recherches sur les TCC, etc. Donc là, si je devais résumer, on serait dans un modèle qui viserait à changer finalement le symptôme du patient, transformer ce symptôme. Vous avez aussi les thérapies systémiques. Alors peut-être on en parle un petit peu moins. Sans doute qu'elles sont un peu plus complexes à mettre en œuvre, mais dans cette approche-là, ce n'est plus l'individu qui est considéré comme un symptôme, qui est considéré comme porteur de symptômes, mais c'est l'individu qui est considéré comme le symptôme de tout un système, donc d'un groupe, qui est très souvent le groupe familial. Et donc la thérapie va consister à finalement travailler sur ce qui est en jeu dans le système pour réduire les symptômes du patient. Donc l'expression privilégiée reste ici aussi la parole et l'échange avec le groupe, mais elle nécessite une mise en place et un protocole bien plus complexe, notamment alors, très souvent il y a deux thérapeutes en consultation et puis il y a un thérapeute observateur, alors soit qui va être présent avec la famille, soit qui va être derrière une vitre sans teint pour observer finalement ce qui se joue dans la communication non verbale et hors verbale. Et puis, vous avez aussi tout ce qui va être qui va considérer les thérapies dites humanistes. Donc, elles se sont différenciées de la psychanalyse en ce sens où elles considèrent l'individu comme expert de lui-même. Donc, voilà, le thérapeute n'est plus là pour peut-être donner des indications aux patients, mais pour finalement soutenir et encourager le patient à révéler ses capacités. Elle se aussi différencie des TCC en ce sens où elle ne considère pas finalement qu'un comportement va entraîner un type de réaction. Et elle considère finalement une manière plus globale de voir la réaction à un comportement. Donc là, c'est plutôt Carl Rogers qui a développé ce type de thérapie, avec comme principe actif l'écoute active et bienveillante pour favoriser chez le patient une prise de conscience de soi, une acceptation de soi et une croissance personnelle. Donc c'est plutôt une thérapie qui va se dérouler à court et moyen terme et qui va finalement s'inspirer à la fois de tout ce qu'il y a eu avant, hein, c'est-à-dire la psychanalyse, mais aussi les TCC. Alors, je vous disais aussi, j'ai mis un petit peu à part les thérapies de groupe, puisque les thérapies de groupe, elles vont reprendre un petit peu tous les points théoriques cités précédemment. Ce qu'on va observer, c'est deux types de thérapies de groupe, en gros, hein, les programmes en 12 étapes, qui sont particulièrement utilisés dans le traitement des troubles addictifs et compulsionnels, donc où il y a une progression finalement dans la prise en charge. Et puis, vous avez tout ce qui est les groupes d'entraide, où là, l'idée, finalement, c'est de montrer au patient qu'il n'est pas seul face à son ressenti, face à sa souffrance. Donc, c'est de rompre sa solitude. Le groupe va permettre un encouragement, finalement, mutuel dans la résolution du problème.
Et puis, voilà, il y a un phénomène de réassurance. C'est ce qu'on voit aussi dans tous les mouvements aujourd'hui de pair et danse, notamment, avec la notion de rétablissement. Donc nous, par exemple, on a mis en place au sein de la maison de santé à laquelle j'appartiens, un groupe sur la souffrance au travail, et on voit ce phénomène. C'est-à-dire que les personnes ressortent de là et elles le disent spontanément, c'est-à-dire qu'elles se sentent moins seules face à la souffrance ressentie, et de voir aussi l'évolution d'autres de leurs collègues qui finalement trouvent des solutions à leur souffrance, c'est un côté rassurant et ça leur permet aussi de revoir l'avenir de manière plus encourageante et positive. Alors de tout ça, de tout ce maillage, on pourrait se demander, mais finalement, est-ce que les psychothérapies sont efficaces et quelles seraient les thérapies les plus efficaces? Puisque depuis les années 70, il y a différentes études qui se sont penchées sur cette question et qui ont tenté de démontrer l'efficacité des thérapies. Alors de manière générale, elles relèvent une efficacité des psychothérapies, mais alors, je vais essayer de détailler par la suite, il n'y a pas d'étude significative, en tout cas pour le moment, qui va dire que telle ou telle psychothérapie est plus efficace. Alors, dans les années 90, il y a eu une étude qui a été menée par l'INSERM qui a essayé de conclure à demi-mot de l'efficacité des TCC, qui a créé beaucoup d'émoi dans le monde de la psychologie et de la psychothérapie. Alors, je me rappelle notamment de la sortie du livre noir de la psychanalyse, qui avait fait beaucoup parler de lui. Mais finalement, quand on se penche un peu plus sur cette étude, alors oui, les TCC montrent une réelle efficacité, mais parce qu'elles sont aussi mesurables. C'est peut-être l'une des psychothérapies où il y a le plus de données scientifiques et objectives aujourd'hui. Mais à compter des années 2000, on a essayé de mesurer l'efficacité des différentes thérapies, notamment par des méta-analyses, beaucoup de méta-analyses, qui n'ont pas montré de résultats significatifs. Alors là, j'en cite une, donc en 2001, une méta-analyse conduite par Wampold, qui a montré que finalement, l'efficacité des psychothérapies reposait à 92% sur des facteurs communs à toutes les thérapies. Et on va voir quels sont ces facteurs, et seulement 8% des différents résultats étaient liés à des différences entre les thérapies. J'ai retrouvé aussi une autre étude de 2013 qui s'attardait plus sur les thérapies psychodynamiques, qui tentait effectivement de montrer la meilleure efficacité de la psychodynamique par rapport notamment au TCC, et finalement, les conclusions vont être similaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de meilleure efficacité, hormis pour certains troubles précis, alors notamment dans le trouble phobique. Mais voilà, ce qui ressortait de tout ça, c'est qu'il y avait 3 facteurs qui restaient essentiels pour une efficacité de la psychothérapie, qui était la qualité de la relation avec le thérapeute. Donc là, on va parler de l'alliance thérapeutique et donc de la confiance que le patient place chez son thérapeute, de la personnalité finalement du thérapeute et du patient. Donc là, c'était des critères beaucoup plus personnels. Et finalement, est-ce que le psychothérapeute permettait au patient de se sentir à l'aise et ouvert à la discussion? Et puis des facteurs extérieurs qui, eux, sont non identifiables dans la recherche. Donc parmi ces facteurs extérieurs, on va parler des transferts, des contre-transferts, on va parler aussi de tout ce qui est lié à la communication non-verbale et hors-verbale, tout ce qui va être lié finalement à une part affective qui n'est pas mesurable. Et c'est comme ça que je voulais conclure, c'était que finalement, que ce soit de la psychodynamique, des TCC ou des thérapies humanistes, aujourd'hui on est beaucoup plus dans une approche intégrative. Et l'idée, c'était pour vous en tout cas, et pour qu'on puisse, pour nous aussi, qu'on puisse travailler ensemble dans l'intérêt du patient, c'était finalement que vous orientiez vos patients vers des thérapeutes en qui vous aviez confiance et que vous connaissiez bien. Et c'était peut-être là l'image d'un travail collaboratif avec les psychologues. Alors, je vais juste reprendre, effectivement, on a cité des études qui ont été menées là dernièrement. Moi, en faisant partie du dispositif Écoutez-moi, donc qui s'intéresse particulièrement aux jeunes, c'est vrai qu'on a vu ça, c'est-à-dire que les médecins scolaires et les médecins généralistes nous ont questionnés sur ce qu'on pouvait faire, sur comment on prenait en charge les patients, et ça a permis qu'on puisse chacun connaître notre travail et vraiment travailler de manière proactive ensemble. Voilà, je vous remercie.